Alors, merci d'être là. Je suis très contente. Ça me permet de voir plein de monde que je retrouve. Alors, c'est très émouvant, c'est très intéressant. D'entrée de jeu, je vous dirais qu'au cours de ma conférence, j'aurai 3 déclarations à faire. Et je vais commencer par la première. Voici, je n'ai pas suivi les consignes. OK? Malheureusement, j'ai fait une présentation sur Prezi, parce que je trouvais ça plus cute. Malement pris, parce que ça n'a pas fonctionné, on ne peut pas la faire défiler à l'écran. Mais comme il y a toujours des solutions, j'ai envoyé l'hyperlien sur le petit Padlet, machin truc, là. J'ai envoyé l'hyperlien, alors vous pourrez aller la consulter et apprécier le long travail que j'y ai fait. Non, mais allez la consulter. Et je l'ai également mis sur LinkedIn, si jamais là, il y a des gens qui n'ont pas leur téléphone intelligent et quoi que ce soit. Donc voilà, c'est ma première déclaration. Et donc, ce qu'on va voir, malheureusement, pour aujourd'hui, c'est uniquement cette première... cette première diapositive-là. Et comme je sais qu'on n'a pas énormément de temps, je n'irai pas dans chacune des petites sphères, et les sphères que je vous laisserai les découvrir, les sphères que nous allons découvrir ensemble, c'est celles qui sont un petit peu plus pigmentées, dont les couleurs sont plus saturées. Alors, dans un premier temps, ce que je veux dire aussi, c'est que je vais suivre un petit peu ce que Wendy a fait. Wendy nous a parlé beaucoup des meilleurs prédicteurs de la philanthropie, si on veut. Puis on s'entend pour dire que les meilleurs prédicteurs de la philanthropie, c'est, pour le don, en fait, c'est l'attitude prosociale de l'individu, c'est sa propension à l'altruisme. Mais et ce sont souvent des facteurs qui sont liés à l'histoire personnelle de la personne. Ce que j'ai voulu faire pour compléter l'excellent travail que Wendy nous a présenté, c'est plutôt d'aller voir les autres facteurs, des facteurs contextuels. OK? Donc, est-ce qu'il y a des facteurs contextuels qui seraient transversaux et qui facilitent la pratique de la philanthropie? Voici tout de suite, je vous annonce ma deuxième déclaration. Ce que je vais vous présenter, je ne l'ai pas inventé, loin de là, et tout ça, c'est en fait un compte-rendu d'un très long travail de 2 chercheurs pour lesquels vous allez avoir dans le document la référence. Les 2 chercheuses sont Pamela Wipkin et Femida Handy. C'est une recherche transversale qui a été faite en 2015. En fait, qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est qu'elles ont interrogé des représentants de 26 pays, OK, dont le Canada, au sujet des facteurs contextuels qui favorisent la tenue, le développement, l'activité philanthropique. Donc, leurs recherches sont assez exhaustives, et puis avec tout ce que les gens ont répondu dans ces 26 pays-là, ça a généré 136 facteurs. Donc, c'est quand même très nourri. Les 2 chercheuses ont travaillé sur ces facteurs-là et les ont regroupés en 8 catégories fondamentales. Et ces catégories-là, et plus certaines que d'autres, qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Et je pense que je peux déjà... je pense qu'on peut dire que notre philanthropie culturelle, elle est quand même sur la bonne voie. Je vais essayer de ne pas m'éloigner du micro, je pense que ça doit être fatigant. Donc, un des premiers facteurs que les 2 chercheurs ont identifié, c'est, évidemment, et ce n'est pas une surprise, c'est la présence d'une culture philanthropique. Wendy a parlé beaucoup de la création d'une culture philanthropique, du soutien d'une culture philanthropique. Ce que les chercheurs ont constaté, c'est que lorsque le concept de philanthropie est une valeur qui est partagée par la communauté, c'est-à-dire que les individus de cette communauté-là partagent l'idée que faire un don, c'est intéressant, et partagent surtout l'idée qu'il y a des meilleurs fournisseurs de services que le gouvernement pour les offrir.
OK? Donc, cette idée-là de culture philanthropique, lorsqu'elle est implantée, qu'elle est partagée dans une communauté, ça facilite grandement le travail au quotidien, le travail opérationnel, le travail dans tous les différents secteurs, que ce soit la culture, l'éducation, la santé. Donc, cette idée-là, elle est importante parce que quand on partage cette culture générale-là, on comprend puis on conçoit, on met de l'avant qu'il y a des services, il y a un secteur qui est plus habilité à fournir les services à la communauté que le gouvernement. Donc, on soutient ces services-là, ce secteur-là. Et ça forge une culture très, très importante. Par ailleurs, à contrario, il y a des pays où on ne considère pas qu'il existe des fournisseurs plus efficaces que le gouvernement, et à ce moment-là, la philanthropie va être mieux soutenue. Si on veut juste avoir un exemple, on peut mettre en opposition les États-Unis, puis la France et peut-être le Québec, sur certains égards. Aux États-Unis, on croit fermement que le gouvernement n'est pas le gouvernement central est beaucoup moins fort, le secteur social s'organise mieux, et les gens ont le sentiment qu'il y a des bons fournisseurs pour apporter les services sociaux aux personnes qui en ont besoin. Et on voit bien que la philanthropie est un petit peu plus développée. En France, on a beaucoup donné cette fonction au gouvernement, comme au Québec d'ailleurs, d'assurer les services à la population. Donc, on a une attitude différente. Et puis, donc, le fait de concevoir l'importance des services sociaux dans la communauté de façon différente, bien, ça conditionne la réussite du secteur. Et puis, à terme, ça fait exister la philanthropie dans le discours ambiant et dans les conversations, ce qui serait presque aussi important que les incitatifs sociaux à la limite. Donc là, excusez-moi, moi je suis sur mon, sur mon super prédit. Et donc aussi, c'est ça, c'est que quand on met la culture philanthropique en exemple, ça aide aussi si on veut, à intégrer le fait qu'il y a des organismes qui sont formés pour assurer les services. Et puis, quand on met en exemple des cas particuliers, par exemple, récemment, on a vu M. Yvon Chouinard, CEO de Patagonia, qui remet l'entièreté de son entreprise au secteur public. Des exemples comme ça dans la conversation générale de la communauté, ça aide à solidifier cette idée-là que la philanthropie a son rôle. Évidemment, là, il y a toute une série d'autres millionnaires qui je pense à Jeff Bezos récemment, qui est sorti sur le fait qu'il veut donner sa fortune. C'est pas encore organisé dans sa tête comment il veut le faire, mais c'est quand même des bons exemples, puis ça vient solidifier cette idée-là. Alors, additionné à la culture, il y a l'importance de la confiance. Par confiance, là, je parle essentiellement de transparence et reddition de comptes. Nous, on a la chance quand même d'être dans un pays où ça ne semble pas être un enjeu de taille. Donc, ce n'est pas un facteur qui inhibe la philanthropie chez nous parce qu'il y a quand même plusieurs niveaux de reddition de comptes et puis de gouvernance. Donc, je vais plutôt tout de suite sauter aux normes, qui sont un élément fort important, qui sont en fait un facteur contextuel très important pour avoir un secteur philanthropique opérationnel, mais on va voir quand même que ça peut être également un frein à l'innovation. Puis c'est un frein à l'innovation si et seulement si, du côté des organismes sur le terrain, on ne fait pas de représentation suffisante pour faire évoluer ces normes-là. Bon, par exemple, quand on a des cadres énormes qui sont bien organisés, on a Imagine Canada, on a des lois ici au Québec, au Canada, pardon.
Ces normes-là encadrent le fonctionnement, encadrent les organismes, mais parfois, et vous le savez très bien, elles ont tendance à demander une gestion administrative un peu difficile ou de rentrer dans des cases qui n'ont pas nécessairement, en fait, qui sont les mêmes pour tous, qui ne sont pas, ce qui est pas la norme. Donc, la présence au niveau national de cadres et normes est important, mais qu'est-ce qui est surtout important, je pense, de mentionner pour nous, au Canada, au moment où on est, c'est que ces balises-là sont bonnes, mais en ce moment, nous, on est rendu à une étape supérieure, c'est-à-dire qu'il faut que les OBNL s'impliquent dans la modernisation. Par exemple, la modernisation de la loi sur les organismes de bienfaisance. Et il y a un exemple très concret par rapport à ça. Récemment, cette modernisation-là a fait passer le contingent de versement des fondations privées de 3,5 à 5 Ça va entrer en vigueur en janvier. C'est une excellente nouvelle pour le secteur parce que l'argent, on a besoin qu'elle soit là tout de suite. On n'a pas besoin qu'elle soit immobilisée, capitalisée dans des fonds de dotation à perpétuité. La perpétuité, est-ce qu'on va y être, en fait? La question qu'il faut se poser, là. C'est maintenant qu'il y a des crises environnementales, il y a des crises un peu partout. Il faut être capable de mettre l'argent sur ces fonds-là. Donc, il est très important que le secteur s'organise et fasse des représentations pour injecter de l'innovation constamment dans ces normes-là. Donc ça va faire progresser le secteur. Donc nous, au Canada, on est très bien servis par les normes. C'est à nous, les organismes, d'aller plus loin. Je vais passer très rapidement, évidemment, sur les incitatifs fiscaux. Le rapport Bourget, il les a tellement bien déboulonnés et reconstruits qu'on n'a pas besoin on les maîtrise assez bien. Mais là où j'aimerais, si on veut me concentrer, c'est sur la profession même. Quand on a un secteur à but non lucratif qui est bien organisé, un secteur qui est... donc, partout dans le monde, on reconnaît qu'un secteur bien organisé est essentiel pour que les intentions de dons se concrétisent. Et cet élément clé-là, Wendy en a parlé, en a touché un mot, c'est les compétences, la maîtrise des compétences nécessaires au maintien et au développement des ressources humaines qui sont dans le milieu de la philanthropie et dans les OBNL, pour que les savoir-faire, les savoirs, les savoir-être, puis les meilleures pratiques soient au cœur de nos activités. Pour y arriver, une formation reconnue, et là, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est-à-dire des formations universitaires reconnues, certifiées. Il y a également le CFRE qui est là, qui donne une certaine certification, mais des formations structurées sont essentielles et ça démontre que l'activité philanthropique est une activité professionnelle. Là, plusieurs d'entre vous ont vu passer au début de l'année que le certificat en gestion philanthropique était mis en veilleuse. Il l'a été pour des raisons de baisse d'inscription. Et puis, ce que j'ai fait, là, je reviens à l'échelle montréalais, là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un micro-programme en gardant les meilleurs cours du certificat pour qu'ils soient toujours dispensés. Et ça sera ma 3e déclaration. Après plus d'1 an de travail rigoureux et important et long, j'ai obtenu de l'Université de Montréal la possibilité de créer un DESS. Alors, mais ça va prendre du temps encore. Merci. Merci, mais c'est vraiment grâce au milieu, parce que s'il n'y avait pas eu cette pétition, ça ne serait pas arrivé. Je le dis et je souligne ici M. Daniel Lantaigne, qui a été très actif là-dedans. D'ailleurs, Daniel, je vais encore t'interpeller parce que une chose qui est très importante aussi pour qu'un milieu, pour que le secteur de la philanthropie fonctionne, c'est, comme j'ai dit, que le secteur soit organisé, mais soit représenté. Et représenté où? Dans les médias, beaucoup. Et
je regarde le nombre de personnes qu'il y a dans la salle pour la philanthropie culturelle et je pense que j'ai rarement vu autant de personnes pour une philanthropie sectorielle, que ce soit en éducation ou en santé. J'ai rarement vu autant de personnes. Donc, je pense qu'avec les conversations philanthropiques, avec ce colloque aujourd'hui, avec le travail que le CAM fait, je pense qu'on est rendu en philanthropie culturelle très, très loin. Et puis, Daniel, tu sauras me dire que je pense que c'est une bonne appréciation. Et la présence de l'AFP, pour ça que j'interpelle Daniel Lanteigne, qui est président de l'AFP, elle est très importante parce que ça prend un lien entre la profession et les médias pour aller représenter le milieu, dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, parce que dans les médias sont souvent plus prompts à aller chercher les mauvaises que les bonnes nouvelles. Et puis, dans le secteur philanthropique, bien, la fraude, c'est minimal. La fraude, elle n'est pas en philanthropie si on prend le portrait global. La fraude, elle est plutôt dans le secteur privé, en termes d'importance de montant, dans le secteur parapublic, en termes de récurrence, des secteurs où il y a pas où il y a moins de surveillance, ou des secteurs où il y a beaucoup d'argent. Donc, la philanthropie n'est pas un milieu où la fraude pullule. Donc, avoir des interlocuteurs qui sont reconnus et qui sont interpellés par les médias, c'est important. Et la philanthropie, de plus en plus, a ces représentants-là, comme M. Lanteigne, qui est souvent dans les médias. Ça va être le temps de conclure. Oh, j'ai fini? Ah, bon sang. Je veux juste dire une dernière chose. Ah non, j'ai plein de dernières choses à dire, mais désolée. Il faut faire attention avec la professionnalisation. C'est qu'à l'échelle mondiale, on s'est rendu compte que trop de professionnalisation, donc trop d'outils de gestion scientifique issus des écoles de gestion, vient couper la racine et vient couper les organismes de la racine des bénévoles qui ont fait émerger les causes. Donc, il faut faire attention que ces deux côtés-là cohabitent, d'où l'importance d'avoir une culture philanthropique organisationnelle. Donc, que les cadres, que justement les administrateurs, que les gens qui font la philanthropie, que tout ce monde-là s'entende pour une culture philanthropique organisationnelle. Dernier mot? Dernier mot. Bien, en fait, je vais passer par-dessus la stabilité politique parce que c'est quand même assez évident, mais j'aimerais dire un dernier mot sur la démographie. L'enjeu, je pense, qu'on vit en ce moment, c'est que pour beaucoup de causes au Canada ou en Occident, le donateur type jusqu'à maintenant, c'est la personne mature, souvent croyante ou qui fréquente un lieu de culte, riche et éduquée. Mais j'ai des petites nouvelles et je ne suis pas la seule. Cette espèce-là est pas mal en voie de disparition. OK? Donc, juste à regarder la salle, on est plus divers, on est à Montréal, il y a une diversité. Donc, il faut trouver des incitatifs pour qu'une population plus représentative, plus diversifiée, reprenne en main les rênes de cette philanthropie-là. Donc, je pense que ça va être beaucoup notre enjeu dans le milieu de la philanthropie culturelle, parce que cette donne-là démographique, on ne peut pas la changer. Il faut s'y adapter. Puis il faut travailler justement à innover pour faire progresser l'inclusion dans notre liste de travail. Et pour tout ça, en fait, le facteur qui reste transversal partout, c'est l'éducation. Wendy en parlait tantôt. L'éducation est importante. Elle est importante pour l'art, pour la culture, mais elle est importante aussi pour la philanthropie. D'enseigner la philanthropie dès un jeune âge. Il y a des initiatives en France et aux États-Unis qui ont donné de très bons résultats où les enfants s'approprient le concept de philanthropie. Puis, règle générale, les enfants sont assez ouverts à ce genre de concept-là, qui est un concept de partage. Et quand ils l'intègrent assez bien, bien, ça peut nous amener dans une vingtaine d'années complètement à un autre endroit où on est présentement, et j'aurais très hâte d'y être pour constater. Donc, tout ça fait le tour rapidement. Je conclus, j'ai terminé, je file, je m'en vais.
Et je vous remercie infiniment. Je vous conseille d'aller voir la présentation. Il y a des références aussi. Et je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre indulgence. Je navigue entre mes papiers, mon laptop et voilà. Merci beaucoup, Caroline Bergeron. On peut l'applaudir, effectivement.